Vous écoutez Les Grands Explorateurs, épisode 3, Bougainville. Sire, le voyage dont je vais rendre compte est le premier de cette espèce entrepris par les Français et exécuté par les vaisseaux du royaume. C'est l'histoire de nos efforts que j'ose présenter à votre majesté. Votre approbation en fera le succès. C'est en ces termes que Louis-Antoine de Bougainville entame la narration de son voyage autour du monde au roi Louis XV. Nous sommes en 1769, 250 ans après le premier tour du monde de Magellan et quelques années avant la Révolution française. Tous les récits et quelques cartes de la marine royale d'avant la Révolution sont conservés au château de Vincennes. Jean de Préneuf est historien, spécialiste de la marine. Il est allé chercher quelques précieux manuscrits de notre histoire. Alors, quand Bougainville prépare son expédition, il peut s'appuyer sur un certain nombre d'atlas, de cartes qui sont autant de trésors, d'où ces gants, notamment cet atlas de Belin qui date de 1755 et qui nous donne une vision du monde tel qu'on peut se le représenter au milieu du XVIIIe siècle. Avec, en fait, on voit que dans le mouvement des grandes découvertes depuis Magellan, la connaissance du monde a considérablement progressé. Il reste, je dirais, au moins deux grandes zones un petit peu à explorer. Je ne parle pas des pôles ici, mais au moins le passage du nord-ouest pour essayer de trouver une mythique deuxième route des Indes qui éviterait les possessions portugaises et espagnoles, avec une interrogation sur le détroit de Bering. Et puis surtout dans le Pacifique central, tout le littoral est de l'Australie, qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-Hollande, est inconnu. Par exemple, on ignore, et ça sera une des tâches de Bougainville, on ignore s'il y a un passage entre la Nouvelle-Guinée et l'actuelle Australie. Mais la géographie n'est pas la seule préoccupation. La France, qui vient de perdre la guerre de 7 ans, doit céder les îles Malouines à l'Espagne. Choiseul, alors ministre du roi Louis XV, convoque Bougainville pour remplir cette douloureuse mission. Mais Bougainville annonce qu'il voudrait bien prolonger ce voyage et le transformer en expédition profitable. En effet, la Chine promet de nouveaux débouchés commerciaux et au passage, les épices des Moluques garniront les cales. C'est ainsi que fut décidé le premier tour du monde d'un Français. Et le 6 décembre 1766, la frégate La Boudeuse appareille en rade de Brest, direction Montevideo, en Amérique du Sud. À bord, 210 hommes, marins et scientifiques s'entassent. Car Bougainville rêve aussi et surtout de conduire une grande mission scientifique redorant le blason de la France. Mais pour le moment, la tâche est moins glorieuse. Les autorités espagnoles attendent Bougainville. Témoins de cette heure grave, les deux scientifiques, Commerson le naturaliste et Véron l'astronome, assistent à la signature qui rend officiel le transfert des îles Malouines. Commerson a l'œil sur tout. Cette escale sous les tropiques est l'occasion pour lui de recenser toutes nouvelles espèces. La première trouvaille de Commerson sera dédiée à son capitaine. Une fleur pourpre, jusque-là inconnue à son répertoire, a attiré son attention. Dans sa cabine aménagée, il observe cette fleur dont il ne trouve aucune description, pas même un nom latin. Dès lors, il peut la baptiser. Ce sera la Bougainvillier. Ce voyage, toutes ces missions, elles sont traversées par un idéal. Jean de Préneuf, historien spécialiste de la marine. Par l'esprit des Lumières qui vise à connaître, à mieux connaître et la nature et les hommes.
Et dans son voyage de Bougainville, son manuscrit, on a ici un trésor, puisque c'est le manuscrit qui est transmis à l'éditeur, hein, ce livre qui fera rêver des générations. On voit très bien toute sa soif de connaissance, et puis un homme qui est partagé entre tous les récits qu'il a pu lire, notamment des philosophes de Rousseau avant son départ, et puis les observations qu'il fait. Enfin, le tour du monde peut commencer véritablement. Car une fois les Malouines cédées à l'Espagne, Bougainville est rejoint par un bateau ravitailleur français, l'Étoile, indispensable pour s'engager dans pareille aventure. Depuis plus d'un siècle, on sait que la Terre de Feu n'est qu'une île, dont la sentinelle rocheuse se nomme le Cap Horn. Il y aurait donc une alternative au redoutable détroit de Magellan, découvert 250 ans plus tôt. Mais Bougainville s'y engage quand même, pour y dresser la carte précise. J'estime la longueur entière du détroit, depuis le cap des Vierges jusqu'au cap des Piliers, d'environ 114 lieues. Nous avons employé 52 jours à les faire. Malgré les difficultés que nous avons essuyées dans le passage du détroit de Magellan, je conseillerais toujours de préférer cette route à celle du Cap Horn. Et le 26 janvier 1768, la Boudeuse et l'Étoile débouchent dans l'immense Pacifique qui reste toujours à conquérir. Mais les écueils sont nombreux. À l'horizon, on devine quelques petites îles basses. Il n'y a pas pire danger pour les marins que ce genre de formation, à peine visible au niveau de la surface, et qui s'avèrent être d'immenses barrières de corail. Ce sont les Tuamotu que Bougainville vient de découvrir. Il nomme cet endroit l'archipel dangereux. Enfin, le 2 avril, soit 2 mois après être sorti du détroit de Magellan, Bougainville se rapproche de Sagittaria, l'île découverte il y a 200 ans par les Espagnols, Quiros et Mendana, et que jamais personne ne réussit à retrouver. Bougainville s'enflamme à la vision de cette île haute, désormais renommée Tahiti. Il ne sait pas que l'anglais Wallis l'a précédé de 8 mois et qu'il y a vécu des heures douces et salvatrices auprès d'une reine aux mœurs quelque peu libérées. Après avoir sillonné toutes les mers du monde, le célèbre navigateur Titouan Lamazou s'est mis à peindre les femmes du monde. Il sait combien l'arrivée sur une île comme Tahiti peut être envoûtante. Je suppose que moi, si j'étais arrivé dans une île à l'époque et que tout d'un coup, le navire se fait entourer par des myriades de pirogues avec des cris de joie qui fusent partout et des super pépettes à poil qui arrivent et qui sont offertes, vous pouvez être effectivement un peu subjugué. Et alors que Bougainville, il faut savoir, il y a passé 12 jours à Tahiti. C'est-à-dire qu'il a eu une vision. Et en plus, il disait, dans ces îles, il fait toujours beau, parce qu'il était arrivé à la saison où il n'y avait pas de cyclone et c'était pas la saison des pluies. Il y a de quoi manger, il n'y a pas besoin de travailler parce qu'il y a des arbres à pain. Et les filles, le péché de chair n'existe pas, les filles sont offertes, c'est le paradis sur Terre. Et Bougainville a décrit ça. À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. La plupart de ces nymphes étaient nues car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avaient ôté leurs pagnes dont ordinairement elles s'enveloppent.
Elles nous firent d'abord de leurs pirogues des agaceries. Et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elles. Je le demande, comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, 400 Français? Le moins difficile n'avait pas été de parvenir à se contenir soi-même. Aujourd'hui, quand j'ai fait ce travail sur les femmes dans le monde, je suis allé évidemment en Polynésie, attiré par les Vainés de Bougainville en quelque sorte. Titouan Lamazou, navigateur et peintre. Et je me suis aperçu quand même, au cours des mois de travail, de rencontres avec des femmes là-bas. Par exemple, j'avais rencontré une fille qui s'appelle Poé, qui est exactement la Vainée des prospectus publicitaires. Extrêmement jolie, plutôt offerte d'ailleurs, et très douce, très cool, quoi. La Vainée. Et la connaissant un peu mieux, j'ai appris qu'elle a été violée par son père, par son oncle, que sa mère était battue par son père, qu'elle a fait mettre en prison, etc. Donc tout n'est pas complètement faux dans ce que nous a transmis Bougainville. Il y a une petite part, alors c'est des fausses vraies vérités ou des faux vrais mensonges. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'avoir les yeux ouverts. Et quand je suis revenu de Polynésie, tous les portraits, ça n'a pas forcément plu, parce que je décris la Vainée de Bougainville dans un certain sens, mais aussi l'autre face de la Vainée, c'est-à-dire ce paradoxe de la Vainée. À peine arrivé que déjà Bougainville repart de Tahiti, avec à son bord Aotoru, un jeune chef tahitien désireux de connaître la France. Oh, c'est joli, extraordinaire. C'est au contact de cet hôte de marque que durant le reste du voyage, Bougainville peut réellement s'instruire sur les mœurs et coutumes de Tahiti. Aotoru sera la coqueluche de Versailles et incarnera l'idée répandue du bon sauvage. Il mourra 2 ans plus tard sur le bateau qui le ramenait à Tahiti. Ninam. Monsieur le commerçant. Mais un deuxième hôte s'était introduit dans l'équipage, et ce, depuis déjà fort longtemps. L'assistant du naturaliste Commerson fut démasqué par l'intuition plutôt bien placée des Tahitiens. À l'insu de tous, Jean Barré s'appelait en réalité Jeanne Barré. Elle était la première femme au monde à faire le tour de la Terre. Pour ce qui reste de sa mission, Bougainville ne se risquera pas à trouver le passage entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, car déjà son équipage était terrassé par le scorbut. Du coup, la Chine sera évitée, et les plans d'épices des Moluques, farouchement gardés par les Hollandais, lui seront inaccessibles. Sur le chemin du retour, Bougainville réfléchit déjà à ce qui pourrait donner à ce voyage le goût d'une grande contribution. Alors, le voyage de Bougainville, on peut le considérer comme un échec par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Jean de Préneuf, historien spécialiste de la marine. Mais si l'on dépasse le cadre, je dirais, ultramarin, c'est d'abord pour cette contribution à l'histoire du débat intellectuel sur l'ailleurs, sur le non-européen, sur l'autre et sur le rêve, en fait. Il restera particulièrement comme celui qui a, parmi les premiers, vanté les charmes, et non point les mérites, des Tahitiennes. Et ce manuscrit sous sa forme de livre, qui va être massivement diffusé, on est à la fin du siècle des Lumières, va avoir une postérité exemplaire. Et quand la Pérouse part, il a eu sur sa table de chevet ce livre, Les souvenirs de Bougainville. Tout se passait de la manière la plus aimable. Chaque jour, nos gens se promenaient dans le pays sans armes. Partout, nous voyions régner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. Je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. Vous venez d'écouter Les Grands Explorateurs.
Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Grands Explorateurs est un podcast coproduit par Initial Studio et Grand Angle Productions, adapté du documentaire audiovisuel Les Cartes des Grands Explorateurs, coproduit par Grand Angle Productions et France Télévisions, réalisé par Gilles Kebaili, écrit par Guillaume Pérez et Gilles Kebaili, produit par Jean-Luc Millan et raconté par Herlé Jouon. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Benjamin Septemours.